Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, Automne en mouvement vous invite à la Grande Marche à Nédelec, soirée reconnaissance pour les pompiers du Témiscamingue, salle comble pour le bière et saucisses du CJET et la Commission culturelle du Témiscamingue lance son nouveau plan d'action. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. Automne en mouvement et la municipalité de Nédelec invite la population à la Grande Marche à Nédelec le dimanche 21 octobre. En plus des parcours de 3 et 5 km, les participants pourront profiter de kiosques et d'ateliers sur divers sujets comme les herbes médicinales, les applications mobiles pour l'entraînement, un atelier culinaire Tupperware ainsi que des informations sur certaines espèces d'oiseaux que l'on voit régulièrement dans la municipalité. Afin d'en savoir plus sur cette journée en mouvement, nous avons rencontré une des membres du comité organisateur, Mme Stéphanie Guérin. Je participe déjà depuis 2 ans à la marche Automne en mouvement et l'an passé, c'était organisé dans le cadre de l'événement Coup de cœur forêt à Fugerville où je suis allée. Et après l'événement, j'ai entendu dire à la radio, quand ils ont fait les remerciements aux gens qui s'étaient déplacés pour participer, qu'ils cherchaient un nouveau site pour faire la marche. Donc, ils étaient prêts à changer d'endroit pour tout le temps innover, puis faire découvrir les nouvelles municipalités, les autres sentiers. Donc, instinctivement, j'ai décidé de les approcher pour leur parler de Nédelec et des sentiers à Nédelec. Et de fil en aiguille, c'est là que ça a amené notre collaboration entre la marche Automne en mouvement et la municipalité. Parce que c'est ça, c'est Automne en mouvement qui organise tout ça, qui chapeaute tout ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est Automne en mouvement? Automne en mouvement, c'est un comité qui a décidé de vouloir faire bouger les gens à l'automne parce qu'ils trouvaient qu'il y avait déjà des activités pendant l'été, comme les festivals des saines habitudes de vie, mais ils voulaient aussi rassembler les gens autour d'une activité sportive pendant l'automne pour faire bouger les gens pendant cette période-là où on bouge souvent moins. Et la Grande Marche aussi a un lien avec le défi Pierre-Lavoie. Quel est ce lien-là? Le défi Pierre-Lavoie organise la marche Pierre-Lavoie et de plus en plus de municipalités décident de participer à cet événement-là. OK. Je pense que cette année, on va être plus de 75 municipalités dans le Québec. C'est ça, parce que ça va se passer en même temps ce week-end-là partout au Québec. Oui, mais il y a 2 ans, je crois que c'était 4 municipalités. Donc, ça a vraiment augmenté là, de façon prépondérante. L'activité s'adresse à qui? Tout le monde, les enfants, les familles, les personnes âgées, les personnes qui ont des poussettes pour les bébés. Les sentiers vont être accessibles pas mal pour tout le monde. Donc, il va y avoir un 3 km, plus facile pour tous ceux qui veulent participer. Et si vous voulez continuer, bien là, c'est le 5 km aussi qui est offert. Donc, ça se passe le 21 octobre prochain. Oui. Ça va partir du Centre des loisirs du côté de Nédelec. Exactement. Si on parlait un peu de l'horaire de la journée, donc on attend les gens pour 9h30 le matin? Oui, les inscriptions vont avoir lieu à 9h30. Donc, il va y avoir inscription pour savoir d'où viennent les gens. On veut savoir de quelle municipalité les gens se déplacent pour venir participer. On va avoir le nombre exact de personnes qui participent à notre événement. Et il va y avoir aussi les inscriptions pour les ateliers, parce qu'on offre des ateliers tout de suite après la marche et en après-midi. Il va y avoir aussi le paiement pour le repas qui vont se faire dans cette demi-heure-là. Et à 10h, on commence l'échauffement et la marche. OK. Là, il y aura d'abord cette marche-là. Elle va avoir lieu où? Dans les sentiers à Nédelec? Le sentier écologique, qui fait aussi le lien avec le sentier Bec et Jardin, et aussi un peu dans la municipalité, là, sur la rue principale.
Donc, c'est vraiment le moment d'aller découvrir ces endroits-là en plus et y retourner aussi en cours d'année. Exactement, parce qu'il y a plein de choses à découvrir dans les sentiers. Justement, on est en train de fabriquer des nouveaux modules d'hébertisme au sol dans le sentier écologique. Donc, ils sont en train d'être fabriqués là. Donc, on les inaugure le 21 octobre. Puis, dans le sentier Bec et Jardin, il y a aussi la petite volière où on peut admirer des pans, des faisans, etc. Que très agréable à découvrir. Et là, il y aura donc cette marche-là pour la première partie de l'avant-midi et là, par la suite, les ateliers qui commencent. Quels seront ces ateliers-là? Donc, on a des ateliers qui mettent de l'avant, en fait, les richesses qu'on a à la municipalité de Nedelec. Donc, la visite de l'atelier du Gros Trappeur qui est organisé. Bec et Jardin va donner un atelier sur les herbes médicinales. Il va y avoir aussi un atelier par un kinésiologue du CISAT sur les applications mobiles pour s'entraîner, parce que c'est quand même automne en mouvement. Hein, donc, on veut faire le lien avec tout ça puis encourager les saines habitudes de vie. Et comme en exclusivité, comme je pouvais te l'annoncer, le SLOA va être là, la Société du loisir ornithologique de l'Abitibi, pour faire un atelier sur le martinet ramoneur, parce qu'ils ont un projet justement à Nedelec là-dessus, au Témiscamingue, je veux dire. Et ils ont un atelier sur la grue, parce qu'on en voit beaucoup à Nedelec, justement, dans les champs de culture. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance pour tout ça? La marche, on peut s'inscrire sur le site internet onmarche.com. L'inscription n'est pas obligatoire, c'est encouragé parce qu'on veut savoir justement combien de gens on attend pour cet événement-là. Donc, on vous incite à aller vous inscrire. Vous pouvez vous créer un profil aussi pour la marche. Puis, il faut réserver le repas, donc à l'avance. Donc, si vous êtes intéressé à manger sur l'heure du dîner, vous pouvez réserver votre repas auprès de la municipalité de Nedelec. C'est juste pour qu'on sache justement combien de repas faire, combien de personnes on attend. Puis ça, le repas est sur réservation, là, absolument. Et là, j'imagine le repas, il y a un coût, mais le reste de la journée, c'est gratuit. C'est comme ça qu'on comprend ça. Exactement. Qu'est-ce qui arrive s'il y a de la pluie cette journée-là? On participe quand même. C'est sûr que c'est moins agréable un peu, mais le but de marcher, on s'habille convenablement, puis on y va pareil, puis on va avoir du plaisir quand même. Est-ce que les animaux de compagnie sont aussi les bienvenus? Oui, en laisse, par contre. En laisse, oui, mais les sentiers de Nedelec acceptent les animaux. Et là, disons que ma famille et moi, on décide d'aller faire cette marche-là. Qu'est-ce qu'il faut apporter? À quoi il faut penser? Bien sûr, il faut apporter bouteille d'eau, bonnes espadrilles. S'il pleut, justement, un imperméable, mais c'est pendant l'automne, donc il ne risque pas de faire trop chaud. Peut-être justement de s'habiller en conséquence de la température, puis la vie est belle. Il y a aussi un système d'autobus qui est en place. Comment ça va fonctionner de ce côté-là? Donc, il n'y a pas besoin de réservation pour les autobus, mais si vous voulez connaître les heures où ce que ça va passer dans les villages, vous pouvez vous renseigner sur le site onmarche.com, sur le site Facebook d'Automne en mouvement, sur le site de la municipalité, et vous pouvez contacter notre agente de développement, Véronique Goupil, à la municipalité de Nedelec. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Et j'imagine aussi que c'est les mêmes coordonnées, le Facebook, la municipalité, pour avoir plus de détails sur l'événement comme tel. Exactement, oui, c'est cela. Merci beaucoup, Stéphanie. On se retrouve le 21 octobre. Merci beaucoup, Nadine. Le 27 septembre dernier, le Centre Richelieu de Lorrainville était le théâtre d'une soirée bien spéciale pour les pompiers du Témiscamingue. En effet, la Régie intermunicipale en sécurité incendie du Témiscamingue, la RISIT, honorait les pompiers pour leur année de service rendue dans leurs municipalités respectives. Une soirée riche en émotions par moments. Le clou de la soirée fut sans contredit l'hommage rendu à Roger Perron pour ses 50 ans de service comme pompier. TV Témis était sur place et voici notre reportage. C'est avec un immense plaisir que je me trouve devant vous. Excusez-moi, il va y avoir de l'émotion. Ça fait depuis 1995 que j'attends ce moment-là. Fait que, je vais me reprendre. Ce soir, on a reconnu les années de service de des pompiers qui étaient dans les municipalités qui fait partie de la régie. Donc, les pompiers qui ont accumulé des années de service dans les brigades de Guigues, Lorrainville, Béarn, Fabre et Ville-Marie. Ensuite, il y avait de ceux-là, il y avait quelques pompiers qui avaient suivi des formations depuis la création de la régie. Puis ce soir, c'était l'occasion de leur donner leur diplôme après qu'ils aient réussi leur formation. Pour la remise de la barrette, c'est une barrette, une médaille avec des barrettes, 50 années de barrette. Moi, je suis en l'air de 53 ans. Et c'est en train de battre le record de M. Georges Desjardins, qui avait 50 ans. Notre ami, Roger Perron. Je suis très heureux de ça, mais c'est passé assez vite.
À 50 ans, j'imagine que vous avez vécu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a le plus changé, selon vous, dans le métier de pompier de vos débuts à aujourd'hui? De début aujourd'hui, la technologie qui a changé beaucoup. Ça fait que ça fait tout un changement. Roger, 53 ans, là, c'est assez exceptionnel. Roger a connu toutes les époques, comme je l'ai mentionné aussi tantôt. Pas d'Internet, pas de 911, pas de... C'était assez... c'était la cloche, des fois, sur de l'église qui disait aux pompiers qu'il y avait un feu. Ça partait avec des équipements, des fois, qui étaient quand même pas conformes à la règle. Donc, non, chapeau à Roger et le partenaire qui était avec lui sur scène, M. Lheureux. C'est 2 complices de longue date. Ils ont fait beaucoup de beau travail pour la brigade de Ville-Marie. C'est d'essayer de garder des vies en place, parce que c'est toujours, quand on s'en va sur un feu, on passe toujours aux vies. C'est ça qui est le principal. C'est du temps d'eux autres, des pompiers, de leurs conjoints, le conjoint. C'est assez spécial, je te dirais. Moi, pour avoir fait 30 ans, là, j'en ai vécu des belles, puis on a eu toutes sortes de belles aventures. Bien, au début, je te dirais, les pompiers étaient considérés comme des clubs sociaux. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus sérieux. Comme vous avez pu voir avec nos uniformes, puis tout, on va être vraiment là, des pompiers, comme les villes. L'entretien des pompiers, c'était bien plaisant, parce que c'est tout du bon monde, puis c'est tous mes amis. On devient une famille. Moi, je restais à Laval, j'étais proche d'une caserne là-bas. Il y a des trucks de pompiers sortir. Je voulais faire ça un jour. Puis, je voulais, depuis que je suis pompier, depuis que j'étais directeur à Lorrainville, je voulais créer la régie. Moi, je vois gros pour la régie. Je vois au Témiscamingue, je te dirais, une brigade pour toute le Témiscamingue. Comme ça, on va pouvoir avoir plus d'équipements, plus de personnes, avoir un meilleur service, être vraiment aux normes et respecter le schéma de couverture de risque. C'est le 29 septembre dernier que se tenait la désormais traditionnelle soirée bière et saucisses du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Cette année, les participants étaient invités à vivre la joie et l'enchantement des classiques de Disney en se costumant à l'effigie de leur personnage préféré. L'événement, qui sert de levée de fonds pour l'organisme, affichait encore une fois une salle comble. Nous avons rencontré la directrice du CJET, Hélène Nickner. En fait, c'est la 5e année. Ça fait longtemps que le Carrefour Jeunesse Emploi organise des activités. Je pense qu'on est assez réputé, dans le fond, dans l'organisation d'activités de toutes sortes. Il est venu un temps où les Carrefours Jeunesse Emploi ont eu la vie dure au niveau du financement. Il y a eu certaines coupures au niveau du financement, puis il a fallu être créatif. Il a fallu trouver des façons pour faire reconnaître aussi le travail qu'on faisait, mais aussi pour aller soutenir, dans le fond, supporter l'ensemble des services qu'on offre. Donc, c'est de là qu'est née l'activité de financement du Carrefour. Cette année, on peut dire qu'on est complet, vraiment. C'est arrivé, là, dans les 5 ans d'histoire, c'est la 2e fois, en fait, que ça arrive. Cette année, il y a aussi quelque chose de particulier. C'est vrai qu'on est à l'aube, en fait, des élections. Et au courant de l'année, on a rencontré les candidats qui se présentaient dans toute la dynamique « Ma voix compte ». Donc, on est allé rencontrer les candidats, faire connaître le travail des Carrefour Jeunesse Emploi, la voix des jeunes. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça démontre bien parce qu'on a 3 des candidats qui sont en course pour les élections, qui sont présents ici ce soir, qui se sont fait des tables, qui sont venus à titre personnel, mais qui se sont fait des tables, puis que ça démontre bien, je trouve, la reconnaissance pour l'organisation. Et justement, ça démontre que l'événement et la mission du Carrefour est assez reconnue à travers les candidats. Oui, parce que dans la salle, je dirais, il y a des partenaires qui nous supportent, dans le fond, tout au long de l'année, qui nous encouragent encore en se faisant une table. Il y a des gens de la population qui ont soit connu nos services pour eux, pour leurs enfants, ou même des gens qui sont dans nos entourages. Donc, cette activité-là, c'est un événement là, qui a de plus en plus de prestance, en fait, je peux dire. Et si on parlait un peu du concept, donc bière et saucisses, avec une thématique, peut-être juste nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Bien, pour ceux qui connaissent l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi, on a quand même dans nos valeurs le fait d'être audacieux. On fait rien à moitié. Fait que l'idée d'un bière saucisse, c'est venu tout simplement dans un brainstorming d'équipe. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme événement. Ça a été simple, on a trouvé l'idée du bière saucisse, mais on l'a raccroché à des thématiques particulières. Fait que d'année en année, la thématique est différente. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un engouement parce que les gens se déguisent. Il y a des gens qui se donnent vraiment au niveau du
costumes. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts. On a aussi des spectacles pour animer la soirée. Fait que ça, on fait appel à des gens. Ça peut être une équipe sportive, ça peut être des équipes de travail, de nous faire un concours de lip-sync. Fait qu'on fait un peu la représentation du combat de lip-sync. Fait qu'on a des gens qui se préparent de semaine en semaine pour se donner en prestation en duel ce soir. Il faut dire que ce sont des prestations quand même assez incroyables. Vraiment, les gens se pratiquent, ils se donnent, ils se costument, ils trouvent des chansons. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont bien du plaisir à faire ça. Des fois, ils regrettent là, quand ça arrive, là, comme la veille de l'événement. On dirait « Oh, dans quoi je me sens embarquée », mais finalement, ils ont beaucoup de plaisir. Et pour le Carrefour Jeunesse Emploi, qu'est-ce que ça représente cet événement-là? Autant en termes monétaires, mais en termes social, si on veut. Bien, moi, je dirais en toute honnêteté que ça nous rapporte beaucoup plus en termes de visibilité puis de support de la population que monétaire. Il faut dire que nous, on travaille à tout dans l'organisation de cette activité-là. C'est toute l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi qui prépare de A à Z de ce qui se fait là. On a toute une équipe de bénévoles qui est en arrière-scène, qui fait cuire la saucisse, qui verse les bières. On a des gens partout, fait que c'est quand même une grosse contribution. C'est sûr que ce qu'on vise, c'est quand même que ça nous rapporte un peu au niveau financier parce que le but, c'est que ça rapporte un peu, mais surtout en visibilité, je dirais, c'est là que c'est très payant. Ouais. Donc, c'est une belle démonstration d'amour de la part de la population. Vraiment, puis on est très contents. Puis quand on voit ça, nous, ça nous démontre que les efforts qu'on a mis pour préparer cet événement-là, bien, il en valait la peine parce qu'on a tous ces gens-là qui sont là pour nous supporter. C'est vraiment chouette. Le 28 septembre dernier, du côté de la MRC de Témiscamingue, la Commission culturelle du Témiscamingue procédait au lancement de son nouveau plan d'action culturelle 2018-2022. Ce nouveau plan se divise en 5 grands axes, soit mettre en valeur l'art, la culture et le patrimoine témiscamien, rendre accessibles tous les secteurs culturels à toutes les générations et ce sur l'ensemble du territoire, valoriser l'implication du milieu au sein du milieu culturel, assurer aussi la pérennité de l'offre culturelle existante, y compris celle des sites, des infrastructures et des services, et finalement favoriser l'appropriation des nouvelles technologies par le milieu culturel. Nous avons donc rencontré à ce sujet le président de la Commission culturelle, M. Réal Couture. C'est un tout nouveau plan d'action culturelle de la MRC de Témiscamingue, donc pour les années 2018 à 2022, donc un plan quinquennal. Alors, ce plan-là se regroupe autour d'un certain nombre d'actions, mais à partir de grands objectifs. Alors, on a parlé bien sûr d'accessibilité à la culture auprès des tout-petits, 0-5 ans, avec le projet d'artistes en CPE, l'implication aussi des jeunes du milieu primaire et secondaire au niveau culturel, donc par le biais du travail en partenariat avec la commission scolaire au niveau d'un plan d'action qui va permettre de créer des activités, de développer des activités culturelles auprès des jeunes, tant en termes de diffusion qu'en termes de création et en termes, bien sûr, de rencontres avec les artistes. La possibilité aussi de supporter des projets, par exemple, avec le réseau communautaire pour permettre l'accessibilité aux gens plus démunis à assister à des spectacles. On pense aussi, bien sûr, à nos aînés. Donc, on a un projet très intéressant, très structurant actuellement avec Odette Caron qui va faire le tour des centres de jour avec un spectacle de lecture vivante au niveau des lettres de Paix de belle humeur. Et ça, c'est vraiment reçu de façon très intéressante auprès des aînés. Donc, un autre aspect de cette accessibilité-là. Alors, ce qu'on vise, c'est d'aller vers les gens. On sait qu'il existe des lieux de diffusion au niveau du Témiscamingue qui sont bien établis, où les gens vont au niveau des spectacles, mais maintenant, nous, on veut aussi aller vers les gens pour créer un impact là, au niveau du développement des arts et de la culture. Donc, toute cette notion d'accessibilité. On veut aussi développer des partenariats entre les municipalités et le milieu culturel avec divers projets. On veut bien sûr valoriser les arts, valoriser tout le travail de nos artistes, des travailleurs et travailleuses culturelles et bien sûr des bénévoles. Travailler beaucoup plus aussi sur tous les dossiers de communication pour rendre le plus possible accessible toutes les informations sur ce qui se fait en culture
et, bien sûr, s'approprier bien les nouvelles technologies parce que c'est très important. On pense au numérique, on pense au site Web, on pense à Internet haute vitesse. Donc, un projet très ambitieux réparti sur les 5 prochaines années. Plusieurs dossiers intéressants. Peut-être nous le résumer quelque peu. Peut-être nous parler un peu justement du circuit patrimonial. Quel est un peu l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire un peu avec ce circuit patrimonial-là? Oui, alors ça, c'est un autre élément là, qui touche effectivement à l'accessibilité. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de créer un circuit patrimonial en collaboration ou en partenariat avec le baladeur, par exemple, qui permettrait à la population du Témiscamingue, aux touristes aussi éventuellement, mais à la population du Témiscamingue, de faire une tournée des sites patrimoniaux. Et à ce moment-là, bon, on s'arrête, par exemple, au domaine Breen à Saint-Bruno. Et en s'arrêtant là, il peut y avoir un petit spectacle. On pense à Jordan Maillet qui faisait des spectacles musicaux. Donc, on se dirige peut-être vers Anglier, au Théâtre Ripper, où là, il y a une petite présentation aussi. Et donc, faire un circuit de cet ordre-là pour aller reconquérir nos sites patrimoniaux, permettre à la population d'être plus présent à l'intérieur de nos sites et de le faire de façon ludique, de façon intéressante. Dans la même ordre d'idée, un beau partenariat aussi qui s'installe avec le Parc Opémican. Peut-être nous expliquer un peu ça, l'objectif aussi de ce côté-là? Oui, alors ça aussi, on veut développer à l'intérieur du nouveau Parc Opémican des activités culturelles. On pense par exemple au sentier où on peut y installer des expositions, un spectacle du côté musical, les gens au niveau des métiers d'art. Donc, on pense aussi bien sûr à la scène extérieure où il peut y avoir des spectacles, projections de films et des expositions permanentes là, sur le site aussi. Donc, développer des activités qui mettraient en valeur nos artistes locaux à l'intérieur du beau parc Opémican. Donc ça va devenir très intéressant aussi. Et on sait que ce genre d'expérience-là s'est fait du côté du parc Aiguebelle et que ça avait été toujours très valorisé. On est ici à la MRC, une exposition. L'objectif, c'est de faire 2 expositions par année ici dans les locaux de la MRC? Oui, alors ça, c'est tout nouveau. Alors, pour appuyer nos artistes en art visuel, la MRC avait instauré le principe là, des cartes de souhait, où on demandait aux artistes en art visuel de déposer des œuvres, un comité de sélection choisissait une œuvre et ensuite on l'imprimait, ça devenait une carte de souhait. Bon, ce projet-là, d'année en année, a perdu un peu de son efficacité, de son intérêt et on cherchait une nouvelle formule et nos artistes en art visuel nous ont suggéré d'établir des expositions. Alors on s'est dit pourquoi ne pas faire 2 expositions dans les lieux de la MRC et de permettre à nos artistes d'être présents. Et à ce moment-là, la MRC va acquérir une œuvre de l'artiste de chacune de ces expositions-là, tout le temps pour, bien sûr, appuyer le travail de nos artistes en art visuel. Donc, c'est une nouvelle façon, une nouvelle approche. Et en même temps, on veut aussi développer cette approche-là du côté des municipalités, d'accueillir des expositions itinérantes, soit par le réseau Biblio, soit par les lieux des conseils municipaux. J'ai beaucoup aimé l'idée, de la fond, de valoriser le milieu, un peu une espèce de création de l'ordre du Témiscamingue. Peut-être nous expliquer un peu ce qui se fait ailleurs, puis comment vous voyez ça un peu ici au Témiscamingue? Oui, ça, c'est quelque chose qui existe ailleurs, on pense, du côté du Saguenay, Lac-Saint-Jean, où il y a l'ordre du Billet. Val-d'Or vient de créer ce genre d'ordre-là aussi. Alors, dans le fond, ça peut prendre diverses formes. C'est pas nécessairement uniquement visé pour le milieu culturel. On pourrait s'adjoindre des partenaires et créer cet ordre-là, par exemple, de reconnaissance des gens du milieu économique, des gens du milieu de l'éducation, des gens de la santé, du communautaire. Alors, du sport et bien sûr de la culture. Et c'est en fait de reconnaître le travail, l'implication d'une personne à l'intérieur de ces différents milieux-là. Donc, c'est ce qui se fait du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ce qui s'est fait à Val-d'Or et qui a été très, très apprécié là, au cours des différentes années, particulièrement du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est devenu un événement recherché d'année en année. Et je voyais cette année que, entre autres, Danny Turcotte avait reçu cet ordre-là. Donc, c'est peut-être un projet qui pourrait être intéressant pour notre milieu ici et qui aurait comme objectif de valoriser le travail des gens dans des différents secteurs d'activité.
Les productions Chien pas de médaille sont à la recherche de chanteuses âgées de 15 ans et plus et de chanteurs âgés de 18 ans et plus afin d'interpréter différents rôles dans une comédie musicale qui relate un événement de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. 2 présentations d'un extrait en guise d'exploration, de recherche et de promotion auront lieu à la fin de mai prochain à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. La production complète est prévue, elle, pour l'année 2020. Pour ce faire, les productions Chien pas de médaille recherchent donc des chanteuses et chanteurs issus de la région pour participer à ce grand projet avec une grande envergure. Les participants seront rémunérés selon leur implication et vous avez jusqu'au lundi 22 octobre pour vous inscrire. Le formulaire se retrouve à l'adresse en ligne chienpaddemédaille.com. Le taux de chômage en Abitibi-Témiscamingue se situait à 2,9 % en septembre contre 3,2 % en août dernier. Selon les informations de Statistique Canada recueillies par ici Radio-Canada Régional, c'est le taux le plus bas dans la province, dont la moyenne est de 5,3 %. En même temps, la population active a également baissé de 3 400 personnes en une année, selon l'analyste pour Statistique Canada, M. Vincent Ferrao. Il a expliqué que la raison pour laquelle le chômage a baissé, c'est qu'on voit que le nombre de personnes qui participent dans le marché du travail a baissé aussi. On ne voit pas une croissance de l'emploi, mais une baisse du nombre de personnes dans la population active. Ça fait baisser le taux de chômage. Selon Vincent Ferrao, la difficulté de trouver des employés est également due au vieillissement de la population. Au Canada, le taux de chômage s'établit à 5,9 % à la fin de septembre. Travailler en Abitibi-Témiscamingue peut être très payant pour les médecins de la province. Selon des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, les docteurs de la région gagnent passablement plus d'argent que leurs collègues ailleurs au Québec. Tel que décrit par le journaliste de Radio-Canada régional Jean-Marc Belzile, cette situation aide grandement à recruter de nouveaux médecins qui sont d'abord attirés par le salaire avantageux. Les médecins omnipraticiens de la région ont gagné en moyenne 369 000 $ en 2016-2017, soit 60 000 de plus que la moyenne provinciale. La différence est encore plus marquante chez les médecins spécialistes qui ont gagné 619 000 $, 140 000 de plus que la moyenne provinciale. Selon le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest du Québec, Jean-Yves Boutet, il est primordial de maintenir cette différence de salaire car, selon lui, si on l'enlève, on aura encore moins de médecins. Il est d'avis que ce qu'il faut vendre, c'est que la pratique en région est beaucoup plus dynamique. C'est aussi l'environnement que l'on doit vendre et non pas juste la rémunération. Du 15 octobre au 15 novembre, la région tentera de séduire la prochaine cohorte de médecins puisque les postes à combler sont encore très nombreux dans la région. Fraîchement diplômé du programme Flambeau, Anthony Boutin, le fils du propriétaire du IGA Boutin de Lorrainville, Robert Boutin, se prépare maintenant à prendre la relève. Selon les informations de la journaliste Lucie Charret, publiées sur le site Internet du Citoyen, le père et le fils travaillent ensemble depuis maintenant 12 ans déjà. Anthony Boutin vient de compléter le programme Flambeau, mis sur pied pour IGA par Sobeys en 2015. 3e génération de Boutin dans cette épicerie de Lorrainville, il est fin prêt à amorcer le processus de transition. Dans le cadre de ce programme, le jeune épicier de 26 ans recommençait au bas de l'échelle dans chacun des départements du commerce, passant de la mise en place des produits jusqu'à la planification des achats et aussi l'administration. Depuis sa création en 2015, le programme Flambeau a permis de former la relève dans 29 magasins IGA partout au Québec. Et d'ailleurs, les 8 finissants de la cohorte de 2018 sont originaires de la Naudière, du Témiscamingue, de l'Estrie, de la Montérégie, de la Mauricie et de Montréal. Actuellement, plus d'un tiers des marchands IGA ont 55 ans ou plus. Robert Boutin compte prendre sa retraite d'ici 5 ans. S'il n'avait pas eu de relève à l'intérieur de sa famille, il aurait dû vendre à des étrangers le moment venu. Dans une déclaration lancée à la fin de l'émission C'est fou, diffusée sur les ondes de Radio-Canada le dimanche, l'auteur et historien Serge Bouchard a choisi de réserver ses salutations finales à la région du Témiscamingue, en prenant bien soin de préciser qu'elle est distincte de sa voisine, l'Abitibi. Tel que décrit par la journaliste Lise Millette, M. Bouchard a d'abord salué les gens du Témiscamingue, précisant que le Témiscamingue, ce n'est pas l'Abitibi. C'est alors que le co-animateur de l'émission C'est fou, Jean-Philippe Plot, a renchéri en mentionnant qu'il s'agit d'une nuance importante. Il n'en fallait pas plus pour que Serge Bouchard précise encore sa pensée, et je le cite à ce sujet.
En fait, on devrait les séparer. Si j'étais Témiscamien, je serais séparatiste de l'Abitibi. Fin de la citation de Serge Bouchard en finale de cette émission. Ce qui pourrait être interprété comme une affirmation légère n'est toutefois pas sans toucher une sensibilité régionale. Suite aux élections du 1er octobre dernier, l'importance de réaffirmer cette distinction a été ramenée de l'avant alors que de nombreux citoyens du Témiscamingue ont porté plainte auprès de l'Ombudsman de Radio-Canada, fâchés d'entendre au réseau national que la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue se trouvait en Abitibi. D'autres ont été irrités d'entendre que Québec solidaire avait fait une percée à Rouyn-Noranda en omettant d'y accoler le Témiscamingue. Cette situation n'est pas sans rappeler le tollé soulevé il y a quelques années contre l'expression témiscabitibien et témiscabitibienne pour représenter les gens de la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Jeune Barreau de Montréal, JBM, en partenariat avec le Jeune Barreau de Québec, le JBQ, le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique, tiendra la 31e édition de sa clinique juridique téléphonique les 13 et 14 octobre 2018. De 9h à 16h30, durant ces 2 journées, des avocats, des notaires bénévoles offriront gratuitement des conseils juridiques par téléphone dans 2 centres d'appel situés respectivement à Montréal et à Québec. La clinique juridique téléphonique du JBM est l'occasion pour les citoyens de s'informer de leurs droits et de leurs obligations. Qu'il s'agisse de préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail ou à la gestion des successions ou autres, les avocats et notaires bénévoles seront disponibles pour répondre aux questions des citoyens sur l'ensemble du territoire québécois. Voici le numéro de téléphone à joindre dans le cadre de cette journée. C'est le 1-844-779-6232. Et voilà ce qui conclut InfoTémis. Et en terminant, je vous invite à ne pas manquer un article très intéressant au sujet d'une Témiscamienne, Hélène Lessard, et l'entreprise Le Fromage au Village. Cet article est publié par Les Affaires dans le cadre du Focus régional Abitibi-Témiscamingue. Écrit par René Vézina plutôt, l'article s'intitule « Une héroïne de l'alimentation venue tout droit du Témiscamingue ». Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.